Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyberguerre avec Martin Untersinger. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Jean-Philippe Collier. Bonjour. Alors Martin, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Mais volontiers, je suis Martin Untersinger, je suis journaliste au Monde depuis 2013 et depuis 2014, je suis les questions géopolitiques liées à la sécurité informatique, donc les grandes attaques, les failles, voilà. Et ça m'occupe pas mal depuis quelques années et je travaille actuellement à un bouquin sur ce sujet pour les éditions Grasset. Alors, lorsqu'on parle de cyberguerre, est-ce qu'on parle tous de la même chose ? Alors moi j'ai un peu de mal avec le terme cyberguerre parce que ça donne l'impression que c'est un phénomène complètement isolé du reste, alors qu'en fait on s'aperçoit, et typiquement avec l'Ukraine, que c'est la guerre qui a une déclinaison dans le cyberespace. Et c'est un petit peu comme si on disait que les régiments du génie qui font les pistes d'atterrissage dans le désert pour les avions de l'armée, ils ont une guerre spécifique. Non, ils participent globalement d'un conflit. Et là, c'est la même chose en Ukraine. Il y a une traduction très claire, très nette du conflit. Mais parler de cyberguerre comme un truc comme ça, isolé du reste, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Au-delà de ça, j'irais même un peu plus loin de ce que dit Martin par rapport au terme cyberguerre qui en soi en fait n'existe pas réellement. Et c'est, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a aussi Bertrand Boyer qui a fait un livre qui s'appelle Guérilla 2.0 qui est très intéressant sur le sujet. Parce qu'en fait, typiquement, face à un char T90, tu peux pas arrêter un char T90 avec ton PC. Même si tu le jettes très très fort, ça va être compliqué. En fait, le cyber, l'informatique, ça sert surtout au sabotage, à faire de l'influence, de la désinformation et du renseignement, de l'espionnage. Et c'est tout, en fait. Donc il n'y a pas réellement de cyberguerre. Tu fais pas la guerre avec de l'informatique. Ça peut accompagner des opérations militaires, ça peut faire pas mal de choses, mais tu ne conquiers pas un pays juste avec tes ordinateurs. En tout cas, pas aujourd'hui. Et encore, le sabotage numérique, il nécessite un temps de préparation et un temps de planification et un temps qui est souvent, on l'abordera peut-être, mais qui n'est pas forcément compatible avec une guerre à coups de char, par exemple. Disons que la guerre telle qu'on la connaît ou qu'on la conçoit, comparée à une guerre électronique ou numérique, c'est pas forcément la même chose. Mais un pays comme l'Estonie, aujourd'hui, qui est un des pays les plus avancés en termes d'administration, ou alors la France, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de nos services publics, où pour faire quoi que ce soit, il faut passer par Internet. S'il n'y a plus ces choses-là, eh bien, une partie du pays est bloquée. Et ça peut aller très très loin. Oui, mais tu fais chier les gens. Tu ne peux pas conquérir un pays juste en bloquant, impôts.gouv.fr. Si tu arrives à pirater les impôts, à faire des versements partout, dans tous les sens, etc., ouais, tu voles de l'argent, pouvoir déstabiliser, tu vas peut-être pouvoir en prendre plus facilement, ou si tu fais simplement des autorisations. Je pense que si 150 millions de Chinois débarquent en France parce qu'ils ont la population pour, on va avoir un petit problème, surtout si c'est autorisé par la partie informatique des douanes. En fait, ce que pas mal de chercheurs, et je crois que c'est l'idée que défend Bertrand Boyer, c'est aussi que le cyber, comme on dit maintenant, ça peut être une arme dans une zone de conflictualité qui est un peu grise ou qui n'est pas encore dans le conflit comme on le voit en Ukraine avec vraiment l'invasion d'un pays par un autre. Mais c'est sûr que si tu veux envahir, par exemple, si aujourd'hui un pays voisin nous envahissait, le fait que les impôts soient piratés, ce serait pas très important. En revanche, si pendant 6 mois auparavant, toute la confiance de la population a été dans son état et dans sa capacité à faire fonctionner la société a été diminuée par des attaques contre le système des impôts, et ben peut-être que la résistance du pays sera plus faible. En tout cas, c'est ce qui a
qui a été tenté en Ukraine depuis 2014. Alors justement, on s'attaquait peut-être à une attaque préparative importante, et est-ce qu'elle a eu lieu, cette attaque? Alors, c'est vrai qu'au début, et je dois avouer que j'en faisais partie, il y a pas mal de gens qui s'attendaient un peu à ce que, euh, accompagnant l'invasion de l'Ukraine, donc à coups de tanks et de missiles, euh, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une déclinaison vraiment avec une grosse attaque un peu dévastatrice qui accompagne un peu ce mouvement-là. Bon, elle n'a pas eu lieu. Cela dit, et notamment c'est évident quand on se pose avec la quasi année de recul qu'on a maintenant, quand on regarde, quand on voit maintenant tout ce qui s'est passé, tout ce qui a émergé depuis, en fait, il y a eu une déclinaison très clairement, euh, un accompagnement avec des opérations cyber qui ont accompagné l'invasion, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce côté un peu NotPetya qu'on attendait avec vraiment une sorte de d'attaque qui cause de gros dégâts. Est-ce que ça a été tenté, mais ça n'a pas réussi? Ou est-ce que c'était mal préparé? Est-ce que ils ont préféré garder des billes en matière de collecte de renseignements plutôt que de détruire? Parce que les deux sont quand même difficilement compatibles. C'est difficile à dire, mais quand on regarde, et on peut aller dans le détail, il y a eu très clairement une déclinaison cyber de cette invasion. Est-ce que justement, d'un point de vue théorique, on avait tellement tendance à voir le cyber comme un multiplicateur de force? On retrouve beaucoup cette expression dans la littérature, notamment dans la littérature anglo-saxonne. Finalement, le terme accompagnement est peut-être un peu plus adéquat. Ça veut dire que on va pas avoir des attaques de haute intensité, mais peut-être plus de manière plus régulière sous un certain seuil considéré comme critique ou en tous les cas potentiellement considéré comme casus belli. Alors je pense que ça c'est vrai avant le déclenchement de la guerre, mais quand on regarde les attaques qui ont eu lieu, par exemple l'attaque contre les modems Viasat la nuit de l'invasion, il y a une cohérence temporelle à l'heure près entre le déclenchement de l'attaque euh, et l'invasion vraiment militaire au sens propre. Il y a un intérêt stratégique évident qui est de peut-être perturber les communications de l'armée ukrainienne. Donc pour moi, il n'y a pas de, c'est pas une, là, il n'y a plus la question d'être en dessous, au-dessus d'un seuil qui déclenche le conflit ou la riposte. Là, c'est vraiment il y a eu une opération militaire. On estime que perturber les communications des Ukrainiens, c'est une bonne chose. Donc, on va essayer de le faire par cette attaque contre Viasat. Après, ça n'a pas forcément fonctionné aussi bien que prévu, encore que en fait, on n'en sait pas grand-chose. Mais pour moi, là, c'est vraiment un truc assez classique c'est une opération militaire, il y a un objectif qui est vieux comme l'armée, qui est de perturber les communications de l'ennemi. Là, on arrive à le faire par un biais, par une attaque informatique. Mais pour moi, il n'y a plus de question trop de seuil. Justement, ces attaques, bon, il y en a eu côté ukrainien, il y en a eu côté russe. Ça s'apparente à du déni de service, en quelque part. Puisque on empêche le fonctionnement normal, on arrête la disponibilité. Tu parlais là d'accès à Internet pour Viasat. On sait que les troupes russes ont également eu des soucis radio, et qui ne pouvaient plus communiquer. Est-ce que toutes ces attaques qui sont quand même plus vieilles, puisque tout ce qui est radio vient avant l'informatique. Est-ce que ça, aujourd'hui, tu le ferais rentrer également dans le domaine de la cyberguerre, puisque on comprend mieux les fréquences, on a des mathématiques, on a des logiciels, où simplement on brouille le signal à fond, et puis advienne que pourra. Et est-ce que tu penses que l'aide des États-Unis avec le système de Musk pour Internet a permis un rétablissement rapide des communications? Heureusement qu'on a dit pas cyberguerre. Alors, c'est moins mon sujet, mais les perturbations des radios russes, sauf erreur de ma part, c'est vraiment de la guerre électronique classique de saturation des ondes, alors que Viasat, c'était un peu plus
numérique, on va dire, puisque les attaquants euh, sont rentrés dans le système informatique de Viasat pour envoyer des instructions au modem. Alors dans un premier temps, très rapidement, certains modems sont apparus et ont fait effectivement du déni de service. Et après, ils ont reset les modems de manière à ce qu'ils puissent pas être redémarrés. Alors il semble-t-il eu plusieurs cas selon les modems, mais pour la plupart des gens, en tout cas, c'était vraiment les modems ne pouvaient plus s'allumer. Ouais, mais Donc tu touches quand même la couche physique, la couche 1 du modèle OSI. D'où ma question entre électronique et informatique. ouais, en fait c'est juste que pour moi c'est un peu déjà pour moi c'est un peu différent parce que par exemple Viasat, il y a eu des gens en France qui ont perdu leur accès à Internet. Il y a la fameuse ferme d'éoliennes en Allemagne qui pouvait plus être pilotée à distance parce que leur accès à Internet c'était un accès satellite aussi. Donc alors que par définition, si tu brouilles, c'est le brouillage radio est relativement limité Dans le temps. l'espace et dans le temps. Et puis en plus, il semblerait, et ça c'est ce qu'on me dit pas mal, c'est que visiblement des précautions ont été prises pour que l'attaque Viasat ne déborde pas trop, Mais- qu'elle soit relativement limitée. Alors elle a un peu débordé, mais ça aurait pu vraiment, ils auraient pu faire tomber tout le réseau. Mais c'est un grand d'un seul changement coup. par rapport à NotPetya, non? C'est-à-dire que là, les Russes ont quand même essayé à ce que toutes leurs différentes attaques, il y en a eu beaucoup, on a le sentiment qu'ils ont essayé de faire attention à ce que ça déborde Mm. pas De maîtriser sur... les effets de bord. voilà, de maîtriser beaucoup mieux que les effets de bord pour que ça ne perturbe que les Ukrainiens. Oui, Je sais ça pas c'est un truc que j'entends, ouais, pas si c'est mal. vrai Ouais. ou pas. Ah oui, c'est juste une rumeur. Bah, c'est difficile, sauf à avoir une source dans les OGRU ou FSB, mais en tout Non, non, cas, c'est... les Occidentaux ont noté une forme de prudence ou de maîtrise. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire penser que les Russes ont vraiment voulu être très ciblants et faire en sorte que les impacts collatéraux, on va dire, soient très limités, en dehors de constater quel type d'attaques ont été menées. Qu'est-ce qui pourrait faire penser ça? Bah, par le passé, déjà, leurs attaques, et Hervé évoquait NotPetya à raison, ont pu avoir des effets collatéraux assez complètement immaîtrisés. Je me souviens, il y a même dans le cas de NotPetya, il y a plusieurs entreprises russes qui ont été touchées par le wiper. Donc, et ils étaient aussi en position de le faire. Et là, encore aujourd'hui, ils pourraient très bien lancer des attaques pour fragiliser les Occidentaux. Et la dernière fois que, par exemple, Guillaume Poupard s'est exprimé à ce sujet, il a dit, nous, de notre point de vue, la guerre en Ukraine, ça ne s'est pas traduit par une augmentation des attaques ou une augmentation de l'activité étatique russe. Donc, et je sais que les gens qui suivent ces sujets-là au sein de l'État français, eux, en tout cas, estiment qu'il y a eu plutôt pas des précautions, mais en tout cas une attention portée par les Russes à ne pas trop déborder de l'Ukraine. Après, on peut aussi l'expliquer par le fait qu'ils sont déjà bien occupés par l'Ukraine et que voilà. Donc, c'est toujours un peu difficile d'avoir ce genre de discussion parce qu'on n'est pas, on manque forcément d'infos en interne. Jamila? Oui, une question en deux parties, comme je les aime, pour élargir un peu. L'impact, finalement, peut-être sur le plan plus policy slash doctrine de ce qui se passe dans le contexte russo-ukrainien sur le plan cyber, quel est-il de votre point de vue?
Et est-ce que, ok, on regarde surtout ce que font les Russes et les Ukrainiens, mais finalement, est-ce que d'autres modes opératoires adverses, d'autres origines, n'ont pas aussi profité de ce contexte pour opérer dans l'espace cyber? Alors sur les autres modes opératoires, à ma connaissance, alors il y a eu des modes opératoires réputés chinois qui ont été sur lesquels il y a eu quelques publications. Mais bon, il n'y a rien de très surprenant dans la mesure où, euh, où voilà, c'est une situation géopolitique explosive, incertaine, donc il y a du renseignement, il y a des gens qui vont, enfin c'est logique, il y a rien de très très surprenant ni très inquiétant. Après, du point de vue policy, c'est-à-dire si j'ai compris la question, c'est est-ce que ça change un peu la manière dont les gouvernements voient ce sujet-là. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Je pense que c'était quand même, ça a été scruté de près parce qu'en réalité, on n'avait pas d'exemple de guerre. En fait, ça a été scruté là, sur tous les points, sur tous les plans. C'est-à-dire que une guerre, comme on dit, de haute intensité entre deux pays développés avec des armées professionnelles, en conflit ouvert, il y en avait pas eu depuis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est analysé et dépioté sur tous les plans. Et ça l'est aussi en matière cyber. Je sais pas trop si ça a pu changer la posture. Moi, j'ai pas l'impression parce que quand on écoutait ce à quoi s'attendaient on va dire les Occidentaux, c'était espionnage, sabotage et opération informationnelle. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans ce conflit, c'est exactement ça. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait eu de surprise stratégique, comme on dit. Peut-être pas de surprise stratégique, mais plus sur les effets et les résultats en fait. C'est plus ça qui au final qui est surprenant. Oui, peut-être, tu veux dire dans le sens où on pensait que justement il y aurait cette grosse Oui, attaque tout et le qu'on monde, pouvait faire des comme choses. toi, on Ouais. pensait pareil. On pensait qu'il y aurait des effets énormes, et au final, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être détailler après, mais pour plein de raisons, justement, il n'y a pas eu tous ces effets-là. Bah alors justement, qu'est-ce qui fait que il n'y a pas eu tous ces effets? Pourquoi est-ce que l'Ukraine a si bien résisté? Alors, il y a tout un tas de raisons, je pense. La Ils avaient un première, bon antivirus, non? C'est pas ça la bonne réponse? ouais, je pense qu'ils avaient un très bon antivirus. Non, mais la première, c'est qu'ils sont quand même assez entraînés en réalité. Je pense qu'il y a un parallèle un peu simpliste, mais qui est pas complètement idiot à faire avec leur armée. C'est-à-dire que quand vous avez fait la guerre à des miliciens et à des petits hommes verts russes depuis 2014, bah, bizarrement, vous savez faire la guerre, quoi. Et bah, c'est un peu pareil quand vous êtes fait pilonner par le GRU euh, H24, 365 jours par an depuis 2014, et ben vous savez faire quoi. Et je crois que c'est le chef du GCHQ qui a dit c'est la plus grande opération de défense, de cyberdéfense jamais réalisée. Et, je pense ça explique déjà pas mal de choses. Il y a l'aide occidentale et en particulier américaine qui aide énormément. Le Cybercommand qui a fait des missions en Ukraine pour aller à la fois porter de l'info et eux en récupérer pour les aider. Il y a des boîtes, évidemment Microsoft qui a passé quasiment tout le gouvernement ukrainien dans le cloud, donc qui ont une visibilité sur tout ce qui se passe qui est assez voilà. L'OTAN, effectivement, comme Jamila l'indique dans le chat, l'OTAN est aussi vachement en matière de renseignement cyber est hyper actif. Et puis il y a aussi le fait que, plus une raison euh, je pense que c'est difficile. En fait, une opération cyber, c'est très compliqué à mettre en place. C'est facile quand on a des mois et des mois, ou qu'on peut anticiper, qu'on peut préparer, etc. Mais une fois qu'on est dans un conflit où en plus le FSB avait visiblement vendu à Poutine une guerre qui allait durer 15 jours, où ils allaient être accueillis avec des drapeaux russes, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il est possible qu'ils aient mal anticipé, qu'ils aient mal et une fois confrontés à cette situation qu'ils n'avaient pas envisagée, de résistance, de conflit qui dure dans le temps, voilà,
que ils n'avaient pas tout simplement les bons accès aux bons endroits, les bonnes opérations pour éventuellement appuyer leur armée dans le cyberespace. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des explications qui circulent et qui peuvent être crédibles. Après, comme je disais tout à l'heure, en fait, au fond, c'est pas qu'on n'en sait rien, mais c'est que des hypothèses parce que et le saura-t-on un jour, j'en sais rien, mais et la Russie et l'Ukraine sont pas non plus des livres ouverts en la matière, donc c'est difficile de savoir avec certitude. Donc en fait, est-ce que les Russes n'auraient pas été surestimés sur le plan cyber? Alors, il y a certains effectivement disent en fait peut-être qu'on a surestimé l'appareil d'État russe en matière d'attaque informatique. Moi, quand j'ai soumis cette idée à des gens qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, ils m'ont dit oula, non, je ne pense pas, c'est probablement d'autres raisons. La première étant que, par exemple, quitte à choisir, les Russes ont peut-être privilégié le renseignement au sabotage, parce que c'est sûr que quand vous jetez un wiper dans un réseau, a priori, c'est difficile d'y rester et de continuer à faire du renseignement derrière. Donc ça peut être une explication. Et puis comme je disais, ils ont pu aussi sous-estimer, c'est-à-dire se dire de toute façon les Ukrainiens ils sont tous fans de la Russie, ils vont nous accueillir à bras ouverts, ce qui ne s'est pas du tout passé, et ils ont pu tout simplement ne pas anticiper. Et une fois que vous n'avez pas anticipé, c'est compliqué de gagner des accès, de monter des opérations en peu de temps et dans un contexte où par ailleurs on se rend compte peut-être que autant les opérations cyber peuvent être intéressantes en dehors d'un conflit ouvert, mais quand il y a des missiles, quand vous pouvez envoyer un missile chez votre voisin, bon peut-être que bosser 6 mois pour réussir à avoir un accès dans un ministère, c'est peut-être pas bon. Même si après vous faites péter tous les ordis du dit ministère, c'est peut-être plus facile en fait d'envoyer un missile quoi. On souhaite que la paix soit retrouvée le plus rapidement possible, mais est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a goûté à l'impunité de pouvoir aller tout faire péter dans un autre pays, ça peut continuer? C'est-à-dire que ce soit la Russie en Ukraine ou les Ukrainiens en Russie, finalement là c'est un peu carte blanche pour aller pirater tout ce qui bouge et se faire plaisir, non? Si on essaye de réfléchir en dehors du conflit et voir quelles peuvent être les choses qu'on peut essayer d'anticiper ou d'entrevoir. Alors côté russe, moi je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où moi, je pense que c'était avant la guerre que c'était vraiment le Far West et qu'il y avait aucun aucune règle et enfin NotPetya, enfin quand on y repense, c'est quand même complètement fou. Alors que ce qui s'est passé dans le conflit, bon, ils bombardent les civils et tout, donc c'est un peu bizarre enfin, la comparaison est un peu sans doute pas la meilleure, mais en fait, leurs objectifs dans le cyberespace étaient assez logiques finalement. Les communications de l'armée, les ministères, il y avait des objectifs militaires. Alors, faudrait reprendre le truc dans le détail, et surtout, je suis pas un expert en droit de la guerre, mais j'ai pas l'impression que c'était complètement le Far West dans le contexte d'une invasion qui de toute façon est illégale et une invasion brutale et bon. Mais j'ai plus l'impression que leur activité l'activité russe dans le cyberespace, elle obéissait à aucune règle et à aucune limite avant la guerre, déjà en fait. Donc pour moi, la guerre change pas grand-chose de ce point de vue. Après, il y a un point intéressant avec les Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens ont soutenu de manière plus ou moins ouverte des actions contre la Russie, et c'est précisément ce que tous les Occidentaux reprochaient à la Russie de faire auparavant. Donc ça serait intéressant de voir comment ça évolue quoi.
Là, je fais référence par exemple à l'IT Army qui est vraiment le décalque quasiment de ce qui se passait côté russe, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins affiliés, plus ou moins pilotés par les services ukrainiens, voilà, dont les cibles sont plus ou moins orientées par les autorités ukrainiennes. Donc moi, je suis assez curieux de voir comment ça peut évoluer. Et est-ce que l'IT Army, c'est pas justement une forme de surprise? On ne s'attendait pas à ce que les Ukrainiens mobilisent comme ça des dizaines de milliers de gens. Enfin, je sais pas, moi, ça me semble pas si évident que ça. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi on parle? Oui, de l'IT Army, c'est le fait que les Ukrainiens ont lancé tous azimuts officiellement le fait qu'ils recrutaient une armée cyber de volontaires. C'est vrai que l'ampleur enfin le nombre de participants à cette chaîne Telegram était assez impressionnant. Je pense que déjà Oui, oui, tous mais n'étaient pas des participants. sans doute, Euh, même s'il y a 200 000 personnes ou 100 000 personnes dans une chaîne Telegram, il n'y en a que quelques milliers qui ont des actions réellement efficaces sur le terrain. Mais toi, t'as trouvé ça, bon, c'était prévisible ou ah bah non, c'était étonnant. Enfin, je sais pas, moi, enfin, moi, ça me semble, enfin, moi personnellement, je suis surpris, mais peut-être c'est parce que je suis pas doué, mais Il y a un non, petit non, c'est côté vrai que c'est sûr. résistance. Ouais, ouais, en fait, c'est surprenant, mais pas tant que ça quand on voit ce qui se passe sur le terrain avec des gens qui s'engagent dans j'ai perdu le nom officiel, mais dans les groupes de défense civile, quand on voit la mobilisation de la société, de la diaspora, pour et s'engager vraiment prendre les armes ou soutenir les soldats ou voilà. Donc je pense que c'est le prolongement de ça et c'est un peu surprenant dans le sens où c'est vrai qu'ils sont quand même très nombreux. Après, je pense aussi que ça n'a pas été extraordinairement efficace, que ça c'est resté, en tout cas le versant vraiment public de l'IT Army ou la partie de leur activité qu'on pouvait observer assez facilement, c'était intéressant parce que ça a peut-être un peu porté quand même le conflit à l'intérieur de la société russe. Ça a quand même visiblement quand même perturbé pas mal quelques sites internet, mais quelques services, des banques, etc. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu négligeable dans le grand truc de la guerre, mais c'est quand même assez. Enfin, t'as raison, c'est pas complètement négligeable. Je pense que pour abonder dans votre sens, le mot, vous l'avez dit, finalement, c'est diaspora. Ce qui est surprenant dans ce phénomène, c'est pas tant solliciter des hackers patriotiques, comme ils aiment à s'appeler, parce qu'on est un peu sur des aspects culturels dans la zone, mais c'est que ça ait suscité des vocations à l'extérieur du pays et même pour des ressortissants étrangers qui ont pris fait et cause, en l'occurrence pour les Ukrainiens, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a pas que. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est vraiment que des Ukrainiens, mais c'est tout à fait vrai. Il y a pas mal de, il y a pas mal de ressortissants étrangers. Et puis je voudrais juste préciser, je pense, mais ça c'est vraiment du doigt mouillé, que il y a ce côté IT Army euh, avec bon des attaques en déni de service assez classiques, mais je pense qu'il y a aussi et bon c'est très difficile d'en savoir plus, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses plus substantielles ou des attaques ou des opérations plus importantes qui sont réalisées par des gens qui en Ukraine soit qui étaient du bon côté de la loi, soit qui étaient avant du mauvais côté de la loi, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'en Ukraine, il y avait un sacré paquet de margoulins aussi. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent, qui ont pu viser la Russie, mais ça, évidemment, c'est dans le brouillard de la guerre, on le voit pas forcément. ouais, il faut rappeler à nos auditeurs, hein, il y a un nombre de groupes d'auteurs et d'acteurs de rançongiciels qui ont été arrêtés en Ukraine, Mm, mm. qui est quand même assez important. Et quid des aspects informationnels? Ah bah c'est quasiment le versant le plus spectaculaire, ou en tout cas le plus visible, c'est vraiment que
dès le début du conflit, la ligne de front, elle était aussi dans, on va dire, les cerveaux des Ukrainiens, des Russes et puis même de l'opinion publique mondiale. Et les Ukrainiens ont réussi à défendre leur narratif de manière hyper efficace. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand vous vous faites agresser sans raison euh, de gagner l'opinion mondiale, mais et encore il faut le nuancer parce que dans plein de pays du monde, c'est plutôt le narratif russe qui domine. Mais en tout cas, les Ukrainiens ont vraiment fait un travail qui a été salué par pas mal d'experts. Et par exemple, Zelensky qui sort et qui prend un selfie tout de suite au moment où les premiers missiles tombent sur Kiev, c'est tout bête, mais en fait c'est extrêmement puissant. Et puis il y a tous les mèmes, et puis il y a la façon de s'adresser constamment en permanence et à ses concitoyens et à l'opinion publique mondiale. Enfin c'est assez remarquable. Et après il y a l'aspect, les Russes ont dans un premier temps ont semblé en tout cas être un peu en retrait, mais il y a par exemple là aujourd'hui un groupe qui est bon, semble-t-il très lié à l'appareil sécuritaire russe qui est Killnet, qui fait moitié, on va dire, petite attaque de déni de service et aussi mais qui ont quand même vachement un aspect comme ça informationnel. Euh, mais oui, c'est clairement le gros sujet de cette guerre, c'est cet aspect-là. Après, il y a un exercice mental intéressant à faire, c'est si la guerre avait eu lieu 5 ans ou 6 ans, 7 ans auparavant, quand les réseaux sociaux étaient complètement à l'ouest sur ces questions-là, avait pas aucune équipe dédiée à ces questions-là, et au moment où Zuckerberg, quand on lui dit ah oui, dis donc, il y a des Russes quand même visiblement qui ont fait des trucs en 2016, qui disent ah non, pas du tout, c'est faux, ça n'existe pas ces choses-là. Ça aurait été intéressant, je pense, la guerre en Ukraine il y a quelques années, ça aurait été, je pense, eu un résultat assez différent. En 90, la guerre en Irak a été couverte par cette médiatisation accrue de la télé, la place de la télé et de l'info, alors pas encore continue en France, mais aux États-Unis, oui. Est-ce que pour l'Occident, on vit notre première guerre avec la communication totale sur Internet, où justement il y a une guerre d'influence, il y a une guerre de parti pris, une guerre de communication, et toi en tant que journaliste particulièrement, quel est ton point de vue là-dessus ? En fait, tout le débat, il est un peu biaisé par le fait que c'est vraiment difficile de comparer à d'autres conflits, parce que là, on est vraiment dans un conflit entre deux États modernes, avec deux armées modernes, très entraînées, dont une puissance nucléaire. Donc, c'est forcément, si on veut faire des comparaisons avec d'autres conflits où il y avait déjà un peu les réseaux sociaux, c'est un peu délicat. La guerre éventuellement en Irak, mais à l'époque, la première, en tout cas, bon, l'aspect numérique était assez limité. Non, mais c'était la première fois qu'on voyait les. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais du coup, c'est difficile de. Direct au 13h, etc. C'était vraiment une guerre d'image, une guerre d'image qui a probablement servi à la deuxième guerre en Irak. Là, c'est une guerre d'internet. Hein. Tu as les pros et les cons d'un côté ou de l'autre. On le voit tous les jours encore sur Twitter, avec des experts militaires qui partagent leur expérience. On a vu un média en France et en Europe qui a perdu, et plusieurs médias même qui ont perdu leur carte de presse ou leur droit de diffusion. C'est à ma connaissance, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste média, mais c'est à ma connaissance la première fois dans un contexte de guerre, et j'ai l'impression que c'est un changement justement qu'on n'avait pas vu jusque-là, et qui est lié à Internet. Oui, totalement, mais bon, encore une fois, c'est aussi la première fois qu'il y a une guerre d'une telle ampleur. Donc c'est juste, mais t'as raison, t'as totalement raison. Hein, c'est juste que les comparaisons du coup c'est forcément une première, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et après, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, en tant que journaliste, il y a quand même
un vrai point saillant hyper intéressant, c'est à quel point il y a une masse d'informations disponibles. On s'écarte un peu du sujet, mais il y a une masse d'informations disponibles pour les journalistes, pour les chercheurs, sur les réseaux sociaux, avec, par exemple, l'avènement des fournisseurs d'images satellites haute définition qui n'existaient pas il y a quelques années, enfin qui existaient mais qui étaient beaucoup moins accessibles que maintenant. Et ça, en fait, ça a aussi joué pour aider les Ukrainiens au début, parce que en fait, il y avait les Américains et les Anglais qui disaient attention, la Russie va envahir. La Russie disait bah non, pas du tout, mais n'importe quoi. Et puis en fait, il y avait des experts, des gens, des tiers qui sortaient les cartes satellites, les mêmes que ceux qu'avaient les Américains ou les Britanniques. Ils disaient bah si, regardez, en 2 mois, il y a 500 blindés qui sont stationnés à la frontière biélorusse. Bah forcément, quand derrière la Russie dit bah non, pas du tout, c'est beaucoup plus difficile en fait, cette transparence et cette facilité d'accès à de l'information, elle a, je pense, joué pas mal dans le fait que c'est difficile pour la Russie d'imposer son narratif quand c'est aussi facile de le contredire, quoi. Alors que si on n'avait eu aucune info et on était complètement les services américains versus les services russes qui disent blanc et noir, ça aurait été peut-être plus difficile pour les Ukrainiens. Sur le terrain, on a également vu une géolocalisation plus aisée des soldats, avec des représailles quasi immédiates possibles. Alors triangulation téléphonique, mais on est de moins en moins sur du réseau téléphonique classique. Triangulisation IP, avec des familles un peu inquiètes ou des selfies, etc. Est-ce que ça aussi... Alors je reste sur cette question d'Internet et de l'action d'Internet dans cette guerre en tant que média et support. Est-ce que ça aussi, tu le disais, c'est une première, ou est-ce qu'on a déjà d'autres retours là-dessus ? Au-delà d'individus qui auraient été repérés comme ça, parce qu'on sait que Ben Laden aurait été chopé grâce à son téléphone. Non, enfin le téléphone du mec qui transportait les messages. Parce que moi j'avais une anecdote, mais enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais une opération qui avait été menée par les Russes, mais il y a des années contre les Ukrainiens, où ils avaient publié, enfin envoyé, je crois que c'était par mail ou sur des chats, une fausse application qui permettait de calculer plus précisément le feu d'une artillerie. Et donc en fait il y a pas mal de militaires ukrainiens qui avaient déployé l'application mobile sur leur téléphone pour faire les calculs de positionnement. Et en fait l'application a été vérolée, elle envoyait leur position, et donc après en réponse ils se prenaient un obus, quoi. Je pense qu'il y a toujours eu du renseignement d'intérêt militaire et numérique dès que ça a été possible de le faire. Après, est-ce qu'on a des exemples J'essaie de réfléchir parce que en Géorgie, quand les Russes annexent l'Ossétie du Nord, il y a une opération hyper complexe et hyper élaborée qui accompagne l'invasion proprement dite, mais c'est vraiment paralysie des médias, c'est saturation des sites gouvernementaux, c'est vraiment pour perturber la communication, et c'est moins pour aller chercher des objectifs. Parce qu'il y avait même eu des attaques sur BGP pour vraiment les couper d'Internet. Mais toi, dans ta manière de travailler, comment ça se traduit justement cette masse d'informations? Parce qu'il y a aussi une sorte d'overload, quoi. Tous les jours, c'est du matraquage. Donc, comment tu arrives un peu à trier tout ça, à y donner du sens aussi, peut-être plus partir sur ces aspects-là métiers. Alors, pour le coup, moi, comme je suis moins sur... c'est plutôt mes collègues, par exemple, du service vidéo qui ont fait des travaux absolument géniaux en utilisant justement des images issues des réseaux sociaux pour vérifier les frappes russes, pour documenter, etc., la guerre. Moi, sur l'aspect vraiment cyber, en fait, ce qui m'a frappé, c'est à quel point on a été... pas abreuvé, mais où vraiment les grosses sources d'informations, c'était vraiment les éditeurs américains, et alors, pas forcément éditeurs en l'occurrence, mais surtout Microsoft, qui
qui est l'espèce de source numéro un sur ce qui se passe en Ukraine. Alors parce qu'ils ont une visibilité sur ce qui s'y passe qui s'explique. Hein. Ils ont quasiment tout le gouvernement ukrainien, mais ça pose quand même des questions. Alors de manière générale, dans le sens où c'est une guerre du coup qui se déroule un peu sur terrain privé, quoi, sur des systèmes Microsoft. Et d'un point de vue journalistique, c'est sûr que c'est compliqué parce que bon, il y a Microsoft qui nous dit il y a eu 8 familles de wipers. Bon, on n'a pas de raison de penser qu'ils mentent, mais on a des difficultés à obtenir d'autres informations. Et je vous recommande aussi un autre article du New York Times qui parle du rôle de Microsoft, où c'est assez frappant. C'est qu'en gros, c'est quasiment Microsoft qui avertit les Américains, Oui. le gouvernement américain, que ça y est, visiblement l'invasion commence, parce qu'ils voient dans la nuit du 24 un wiper dans certains systèmes gouvernementaux ukrainiens, et ils disent c'est peut-être le début, quoi. Donc ça pose plein de questions assez vertigineuses, et je pense qu'on n'a toujours pas trop enfin je sais pas, je pense qu'on n'a pas encore pris toute la mesure de ce que ça veut dire que d'avoir des entreprises privées comme ça qui jouent un rôle aussi important. Ok Martin, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? En tout cas, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, en suivant le sujet sur vraiment ce versant-là de la guerre en Ukraine, c'est que c'est vraiment la guerre. En fait, on s'aperçoit qu'elle a plus vraiment de frontières temporelles, parce que, en fait, quand on regarde les cyberattaques associées au conflit, elles commencent en janvier, puis même, en fait, en réalité, elles commencent en 2014. Elle a plus vraiment de frontières géographiques. Elle se fait sentir dans les modems des éoliennes en Allemagne, même si bon, ils ont, semble-t-il, un peu tenté de limiter les débordements. Et puis elle a plus vraiment de limite physique, c'est dans tous les champs, c'est dans le champ informationnel, c'est aussi c'est du sabotage, c'est vraiment dans toutes les couches du cyberespace. Et puis comme je disais à l'instant, c'est une guerre aussi qui se joue sur terrain privé, quoi. Donc c'est assez nouveau, je pense, et ça, dans tous les conflits, et on espère qu'il y en aura pas trop, mais dans tous les conflits de haute intensité comme ça, cette traduction dans le cyberespace, elle interviendra aussi. Bon, bien Martin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.